Alors aujourd'hui, je vais vous parler du livre L'arrivée des Grecs, qui est la traduction du livre The Coming of the Greeks de Robert Drews. Alors Robert Drews est un historien américain et professeur émérite d'études classiques à l'université de Vanderbilt. Il s'est spécialisé dans l'histoire ancienne et la préhistoire, en particulier sur l'évolution de la guerre et de la religion. Il a publié plusieurs livres. Et aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à celui qui concerne les conquêtes indo-européennes dans la mer Égée et le Proche-Orient, et qui a pour titre La venue des Grecs. Alors, l'ouvrage aborde une question fondamentale de l'histoire ancienne, c'est celle des migrations indo-européennes et de leur impact sur l'arrivée des Grecs dans la région égéenne. Le sujet s'inscrit dans un débat académique riche et complexe où les enjeux linguistiques, archéologiques et historiques se croisent. Les migrations indo-européennes, marquant des mouvements de population vers l'ouest depuis une région présumée située dans les steppes eurasiennes, révèlent des dynamiques de contact culturel et d'échanges qui ont façonné le développement de plusieurs civilisations. Drews examine comment, vers 2000 ans avant Jésus-Christ, des groupes de locuteurs indo-européens ont commencé à s'installer en Grèce, initiant un processus de transformation culturelle et linguistique. Cette arrivée a contribué à la formation de la culture mycénienne, qui est souvent perçue comme l'émergence des racines de la civilisation grecque classique. Le contexte historique souligne les débats sur l'identité des Grecs anciens et leur relation avec les peuples préexistants, notamment les Minoens et les populations néolithiques. Académiquement, la question a suscité de nombreuses études allant des dynamiques linguistiques à l'archéologie, cherchant à établir des chronologies précises et à identifier les mécanismes des interactions culturelles. L'importance des chars comme outils militaires et de transport, ainsi que les structures sociales en mutation, sont également mises en avant. Drews propose une synthèse des connaissances actuelles tout en présentant sa propre interprétation des événements. Ce travail constitue une contribution significative à la compréhension des migrations indo-européennes et du processus de formation de l'identité grecque et offre des perspectives nouvelles sur les influences qui ont modelé le monde ancien. Le premier chapitre de La venue des Grecs aborde la question des origines des locuteurs indo-européens, un sujet qui a fait l'objet de débats passionnés parmi les chercheurs pendant plus d'un siècle. L'enquête sur ces locuteurs constitue une clé pour comprendre les migrations et les adaptations culturelles qui ont eu lieu dans l'Europe antique, en particulier dans le monde égéen et grec. Le débat autour des origines des locuteurs indo-européens s'articule principalement autour de deux théories principales concernant le foyer d'origine, l'Asie centrale et l'Europe du Nord. La théorie traditionnelle plaçait le foyer indo-européen dans les steppes d'Asie centrale, notamment dans les régions autour de la mer Noire et de la mer Caspienne. Cette hypothèse est soutenue par des arguments linguistiques et archéologiques, notamment les premières attestations de l'équitation et des chars qui sont associés à ces régions. En revanche, d'autres chercheurs ont proposé que le foyer des locuteurs indo-européens soit plutôt situé en Europe du Nord, particulièrement dans le cadre de cultures comme la culture de la céramique à cordon ou la culture de la hache de bataille qui auraient débuté des processus migratoires vers le sud. Ces positions, souvent influencées par des interprétations nationalistes et des biais culturels, ont compliqué le consensus sur l'origine exacte de ces groupes. Le chapitre explore l'impact considérable des découvertes philologiques sur la compréhension des origines grecques et l'évolution des langues indo-européennes. L'émergence de la linguistique historique a permis aux chercheurs de tracer des relations parmi les langues indo-européennes, établissant des connexions entre des groupes linguistiques variés. Ce développement a non seulement sophistiqué la théorie des migrations, mais a aussi enrichi la quête de la compréhension des cultures anciennes, y compris la civilisation grecque. Les découvertes archéologiques, telles que les fosses de stockage de grains, les demeures de style mycénien et les témoignages de pratiques agricoles caractéristiques, témoignent également des transitions économiques qui coïncident avec l'arrivée des Indo-Européens.
En liant ces éléments avec la linguistique, Drews montre comment les langues ont pu se répandre avec les migrations, engendrant des transformations culturellement significatives dans les territoires conquis. Le chapitre traite également des critiques réciproques entre les partisans de ces différentes théories et l'importance de l'approche pluridisciplinaire. Par exemple, les linguistes et les archéologues ont souvent eu des interprétations divergentes des mêmes données, tandis que les philologues se concentraient sur la reconstruction linguistique pour tracer les migrations. Les archéologues s'intéressaient davantage à la matérialité et à la culture matérielle, soulevant des questions sur les influences réciproques dans les interactions entre Indo-Européens et populations locales. Drews fait valoir que malgré la richesse de ces débats, il reste des lacunes dans nos connaissances, en partie dues aux difficultés d'accès à des preuves concluantes et à la complexité des interactions multiculturelles dans un cadre aussi vaste. En fin de compte, ce chapitre pose les bases de la compréhension des migrations indo-européennes tout en lançant un appel à une approche intégrative pour mieux saisir la complexité des origines des locuteurs indo-européens et leur impact durable sur la culture grecque. Le deuxième chapitre se concentre sur les premières migrations des locuteurs indo-européens, explorant les dynamiques de leur déplacement vers la Grèce et l'Anatolie autour de 2000 ans avant Jésus-Christ. Ce chapitre souligne les mécanismes, les motivations et les conséquences de ces migrations qui marquent des tournants cruciaux dans la préhistoire de ces régions. Les mouvements vers la Grèce et l'Anatolie sont souvent dépeints comme une réaction à des conditions climatiques changeantes ou à la recherche de ressources nouvelles. Drews évoque des sites archéologiques qui montrent des liens commerciaux et des échanges culturels entre les populations de ces régions et les groupes indo-européens. Alors que les Grecs pré-mycéniens s'étaient déjà établis, l'arrivée de nouveaux migrants changea radicalement le paysage culturel et socio-économique. Un point d'intérêt central de ce chapitre est l'utilisation du cheval comme animal de trait avant l'invention du char. Les Indo-Européens étaient parmi les premiers à domestiquer et à exploiter le cheval pour diverses tâches agricoles, ce qui représente une avancée significative dans les pratiques de travail et de transport. Drews souligne que cette domestication a permis d'améliorer l'efficacité agricole, facilitant ainsi des modes de vie plus sédentaires et productifs. L'habitude d'utiliser des chevaux pour le transport préfigure les innovations technologiques ultérieures que les Indo-Européens apporteront dans leur région d'accueil. La deuxième vague migratoire, qui voit l'introduction du chariot vers 1600 avant Jésus-Christ, marque un tournant décisif dans les capacités militaires et logistiques des groupes indo-européens. Le char, avec ses roues légères et sa conception innovante, améliore la mobilité des armées et modifie les stratégies de guerre. Drews décrit comment la technologie du chariot permet aux Indo-Européens de conquérir plus efficacement de nouveaux territoires et de dominer les régions où ils s'installent. L'utilisation du chariot est également liée à des changements sociopolitiques notables. Sa pratique devient rapidement un symbole de pouvoir associé à la noblesse et à l'élite guerrière. Les conséquences de cette innovation technologique se manifestent dans les structures de pouvoir émergentes où les chefs de guerre ont accès à des forces plus mobiles et plus puissantes. Drews l'analyse à travers des exemples tirés des sites archéologiques montrant comment ces chars ont laissé une empreinte durable dans les pratiques culturelles des peuples conquérants. Enfin, le chapitre aborde le phénomène d'intégration de ces migrations. Les locuteurs indo-européens se sont mêlés aux populations locales, entraînant une dynamique complexe d'assimilation et de résistance. Les transmissions de nouvelles technologies, de méthodes agricoles et d'idées culturelles ont enrichi le tissu social des régions émergentes, menant à la formation de la culture mycénienne qui deviendra la base du futur développement de la civilisation grecque. Dans le troisième chapitre, Robert Drews explore le rôle critique des chars dans les conquêtes des locuteurs indo-européens, analysant leur impact tant militaire que socio-culturel sur les régions conquises. L'invention et l'usage du char ne constituent pas seulement des innovations technologiques, mais aussi des éléments déterminants dans le redimensionnement des rapports de force au sein du monde ancien. Drews commence par traiter du développement de la guerre de chars.
L'utilisation de ces véhicules légers tirés par des chevaux marqua une avancée stratégique dans la manière dont les batailles étaient menées. Les chars permettaient non seulement une plus grande mobilité sur le champ de bataille, mais aussi une puissance de feu accrue car les archers pouvaient tirer efficacement tout en étant en mouvement. Cette approche tactique a permis aux armées indo-européennes de surprendre et de subjuguer les populations n'ayant pas encore été exposées à cette forme de guerre. Drews l'illustre avec des exemples de batailles documentées où l'effet de surprise des chars a conduit à des victoires décisives. L'appropriation des terres et la domination des populations locales sont au cœur de l'analyse de Drews. L'invasion par des groupes indo-européens s'accompagnait souvent de la confiscation des terres, ce qui a non seulement affaibli les structures politiques existantes, mais a également permis aux nouveaux venus de s'établir comme élite guerrière sur les territoires conquis. Cette pratique n'était pas uniquement économique, elle était également symbolique, marquant la transition du pouvoir et l'affirmation de la supériorité des conquérants. Drews met en lumière comment les locuteurs indo-européens ont utilisé des stratégies adaptées pour intégrer les traditions locales et pour se faire accepter tout en maintenant leur statut dominant. Les comparaisons avec d'autres régions telles que l'Inde, l'Égypte et le Mitanni, qui est aussi appelé le pays des Hourites qui correspond à l'actuelle Syrie, enrichissent l'argumentation de Drews. Chaque région offre un contexte distinctif sur la manière dont les chars ont été intégrés dans les pratiques militaires et sociales. Par exemple, en Inde, les véhicules à roues ont été essentiels dans les guerres épiques, contribuant à façonner l'identité guerrière, tandis qu'en Égypte, l'introduction des chars par les Hyksos a révolutionné les tactiques militaires. Ces comparaisons soulignent une dynamique commune dans les conquêtes rédemptrices où la technologie des chars a permis à un petit groupe de conquérants de dominer des populations vastes et diverses. Drews souligne également les implications culturelles et politiques de l'usage des chars. Dans ces sociétés, devenir un guerrier conducteur de chars comportait un statut élevé, reproduisant des hiérarchies sociales basées sur la capacité à mener des campagnes militaires. Au fur et à mesure de leur intégration dans les cultures locales, les chars ont commencé à symboliser le pouvoir et l'autorité, se traduisant par leur présence dans les célébrations, l'art et même la mythologie. Dans le 4e chapitre, l'auteur analyse les invasions des locuteurs indo-européens dans le monde égéen, mettant en lumière le processus de prise de contrôle de la Grèce et l'influence durable de ces conquêtes sur la culture et la société dans la région. Le chapitre s'articule autour de 2 axes principaux, la domination des Grecs indo-européens et les exemples concrets d'installation, notamment en Crète et ailleurs dans la mer Égée. Drews commence par établir le contexte de la prise de contrôle de la Grèce par les locuteurs indo-européens, souvent associés aux ancêtres des Mycéniens. En examinant les preuves archéologiques et linguistiques, il soutient que ces migrations ont entraîné des changements culturels significatifs et une réorganisation des structures sociales. En arrivant en Grèce, ces groupes ont fondé des royautés basées sur des modèles indo-européens, entraînant un mélange complexe avec les cultures préexistantes comme celle des Minoens. Les invasions sont présentées non comme une simple destruction, mais comme un processus d'intégration où les conquérants ont utilisé la diplomatie et le mariage pour solidifier leur pouvoir. Drews met l'accent sur la manière dont les locuteurs indo-européens ont navigué entre conquêtes violentes et alliances stratégiques, établissant ainsi des réseaux de pouvoir qui ont perduré bien après la période des invasions initiales. Un aspect crucial du chapitre est l'examen des conquêtes et des installations en Crète et dans d'autres régions de la mer Égée. La Crète, avec sa riche culture minoenne, devient un point focal de ces interactions. Drews explore les implications de l'arrivée des Indo-Européens dans cette île particulièrement développée, analysant comment les influences indo-européennes ont cohabité avec les traditions locales. Des sites archéologiques tels que ceux de Knossos et de Phaistos illustrent comment les nouveaux arrivants ont intégré des éléments de la culture crétoise tout en imposant leur identité. Drews aborde également d'autres exemples de conquêtes dans les Cyclades et sur le continent grec où des vestiges d'établissements indiquent un mélange des pratiques architecturales, artistiques et funéraires. Par exemple, les tombes mycéniennes et leurs orientations révèlent comment les pratiques funéraires ont évolué pour refléter à la fois des traditions indigènes et des influences indo-européennes. À travers cette analyse, Drews met en évidence l'héritage durable de ces invasions qui ont contribué à la formation de la culture mycénienne. Les structures politiques et sociales mises en place par les Indo-Européens ont non seulement été influentes dans leur temps, mais ont également séduit les générations suivantes, façonnant le développement de la Grèce classique. Dans le 5e chapitre du livre, Drews aborde la complexité
des débats autour des invasions indo-européennes, se concentrant spécifiquement sur les enjeux d'interprétation historique et archéologique. Le chapitre souligne non seulement la diversité des opinions, mais aussi les influences culturelles et politiques qui ont façonné ces interprétations au fil du temps. Drews commence par examiner les arguments historiques et archéologiques qui alimentent les discussions sur les invasions. Les sources littéraires anciennes, notamment les épopées homériques, ont longtemps été utilisées comme référence pour étayer des narrations sur les invasions, comme celle des Doriens. Cependant, Drews met en avant les limites de ces récits, souvent embellis, et plaide pour une approche fondée sur des preuves tangibles. Son analyse s'appuie sur des découvertes archéologiques, telles que des niveaux de destruction et des changements dans la composition matérielle des sites qui offrent un aperçu des transitions culturelles et démographiques. Malgré cela, le chapitre souligne que ces changements ne sont pas unanimement acceptés. Les divergences entre les chercheurs portent souvent sur l'interprétation de ces données, où certains voient des invasions évidentes, tandis que d'autres avancent que des mouvements de population plus pacifiques ont eu lieu. Drews met en lumière comment cette bataille d'interprétation peut mener à une confusion dans la compréhension des dynamiques réelles qui ont façonné ces sociétés. L'influence des tendances nationalistes sur l'interprétation historique est un autre point central soulevé par Drews. Il observe que, dans certains contextes, des motivations politiques et identitaires ont influencé les recherches historiques, souvent au détriment de la rigueur académique. En période de montée du nationalisme, certaines thèses ont été renforcées pour promouvoir des narratifs d'identité basés sur une lecture romancée des invasions. Drews critique ces biais et appelle à une approche plus nuancée qui reconnaît les implications sociopolitiques tout en restant ancrée dans des faits véritables. Les théories sur l'invasion dorienne constituent également un sujet de controverse. Historiquement, l'invasion dorienne a été considérée comme un événement clé marquant la fin de l'âge du bronze et le début d'une nouvelle période. Cependant, Drews remet en question les bases de cette notion, discutant de l'absence de preuves archéologiques directes d'une invasion massive. Il suggère que tout en ayant eu lieu, la transition culturelle pourrait davantage être le résultat d'interactions complexes plutôt que d'un simple acte de conquête. Drews propose donc une réévaluation des événements associés à l'invasion dorienne, soulignant que les changements sociopolitiques observés pourraient très bien découler d'un mélange de transformations internes aux sociétés locales, d'échanges culturels et de migration. Dans le 6e chapitre, Drews examine les conséquences des conquêtes indo-européennes sur le paysage sociopolitique de la Grèce, ainsi que l'influence durable de ces événements sur la culture et la langue grecque. Ce chapitre s'articule autour de 2 thèmes principaux: les transformations des structures sociales et politiques et les empreintes culturelles laissées par ces invasions. Drews commence par aborder les changements des structures sociopolitiques en Grèce après les conquêtes. Avec l'arrivée des Indo-Européens, les sociétés préexistantes, notamment celles des Minoens, ont dû naviguer dans un nouvel environnement dominé par des élites guerrières. Ces nouvelles élites ont introduit des modèles de gouvernance basés sur des principes indo-européens, restructurant ainsi les hiérarchies sociales et politiques. Les chefs de guerre indo-européens, souvent perçus comme des figures charismatiques, ont consolidé leur pouvoir par la force militaire tout en intégrant des éléments des systèmes politiques locaux. Ce processus a engendré la formation de royaumes mycéniens, prenant la forme de centres urbains organisés qui ont progressivement établi des réseaux commerciaux et diplomatiques plus étendus. Drews illustre ces points en analysant des sites archéologiques qui témoignent d'un changement dans l'organisation urbaine et des pratiques de résidence reflétant une transition vers des sociétés plus complexes et stratifiées. En parallèle, le chapitre aborde l'impact culturel des conquêtes indo-européennes. Drews démontre que l'influence de ces nouvelles populations ne se limite pas à la sphère politique, elle se propage également dans les domaines culturels et linguistiques. Le mélange des traditions locales avec les éléments indo-européens a mené à l'émergence d'une culture grecque distincte qui posera les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui. L'un des aspects les plus marquants est l'évolution de la langue grecque. L'introduction des dialectes grecs issus du proto-indo-européen a reconfiguré le paysage linguistique. Drews souligne comment l'ethno-linguistique a permis de retracer les origines et les transformations des dialectes en révélant cette continuité qui a finalement conduit à une vaste littérature gréco-latine. L'influence indo-européenne a également élargi le vocabulaire et les concepts de la culture grecque, introduisant de nouveaux termes, notamment liés à la guerre, à la mythologie et au commerce. En outre, le chapitre aborde l'influence durable des mythes et des religions, où les valeurs et les croyances indo-européennes ont été intégrées au panthéon grec. Les récits mythologiques qui reflètent ces archétypes indo-européens ont formé des histoires qui résonnent encore dans la culture contemporaine. Finalement, Drews conclut que ces conquêtes avaient des effets profonds et durables qui allaient bien au-delà des simples changements immédiats.
Les Indo-Européens n'ont pas seulement pris possession des territoires, ils ont façonné les fondations d'une culture qui allait évoluer pour devenir l'une des plus influentes de l'histoire humaine. Ils démontrent que loin d'être des incursions temporaires, les mouvements des Indo-Européens ont conduit à des transformations fondamentales dans la société grecque qui continuent d'être ressenties à ce jour.